Ika, Tuki, Adrien, Funeli, Ika et Madi. Faucon Millennial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Andorre et de Platine, l'émission dans laquelle nous revenons sur les épisodes de la série Andorre. Je suis Ika et je serai accompagné aujourd'hui de mes fidèles camarades rebelles, Madi et Adrien. Coucou. Hello, comment ça va tout le monde? Ça fait longtemps. Ça fait grave longtemps. Ouais. On a eu des petits soucis, donc du coup on n'a pas pu enregistrer l'épisode sur le d'avant, mais c'est pas grave, on va tout rattraper ensemble aujourd'hui. On va revenir du coup sur les épisodes 7 à 12 et donc le grand final de la série Andorre. Donc à peu près de l'épisode des épisodes qui suivent l'attaque d'Aldani. Aldani, je dis des bêtises? Non, c'est Aldani. Hein. Oui, Aldani, oui. Oui, c'est ça, Un petit tour rapide sans spoiler pour commencer. Adrien, qu'est-ce que tu as pensé de cette deuxième moitié de saison, du coup, globalement, de ces épisodes? Ça me saoule parce que c'est un sans faute et qu'on peut rien dire de mal. mais c'est objectivement, c'est très très bien. Mais très bien au point que, en voyant la série, à certains moments, j'ai eu des je sais pas vous, peut-être ça va être pareil, mais j'ai eu un peu des relents de Game of Thrones à l'époque, où quand tu sais, il y avait plein de suspense, et t'étais à fond toutes les semaines à attendre ce qui allait se passer et tout, et vraiment l'apothéose à la fin de la saison a fonctionné, et ouais, ça me saoule parce que ça marche bien, et c'est chiant que ça marche autant, mais voilà. J'aime bien quand Star Wars c'est nul des fois. Très bien, c'est que tu pointes le doigt sur un truc, mais ça faisait longtemps aussi que j'attendais pas l'épisode de la semaine d'après avec impatience, tu vois. Sur Star Wars ou même sur n'importe quelle autre série ces derniers temps, j'étais beaucoup moins. Je trouvais pas de séries sur lesquelles j'avais envie de voir absolument l'épisode d'après tout de suite là, alors qu'il fallait attendre une semaine. C'est terrible. Et toi, Madi, qu'as-tu pensé de ces épisodes? Moi, ce que je faisais, comme j'avais pas trop le temps de regarder les épisodes le jour même, j'attendais que 2 épisodes soient sortis et je les regardais en même temps le vendredi soir. Et franchement, ouais, je pense que j'ai pas pris mon pied comme ça devant Star Wars depuis un bail. Depuis la première saison de Mando, je pense que j'ai pas kiffé autant. Incroyable. Je pense que on n'a pas Grushkov ou le capitaine ce soir. On n'a pas Tuki avec nous non plus. Mais je pense que c'est un peu pareil de leur côté. C'est l'impression que j'ai eue. Attends, je peux essayer de... Attends, je demande à Grushkov. Oui, bonjour, je suis Grushkov, je suis le capitaine. Et effectivement, j'ai bien aimé cette saison 1 de la série Andorre. Ouais, vous avez vu, il avait bien aimé. Ouais, parfait. Merci, Grushkov. Merci, capitaine. Oh, de rien, c'est gounette. Très bien. On va pas décrire ce qui s'est passé dans les épisodes, je pense, comme on le fait d'habitude. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, non, peut-être pas. Bah, on va juste dire rapidement que, en fait, on va parler aujourd'hui principalement du dernier arc de la série, à savoir le fait que Andor soit emprisonné et le fait que Mon Mothma galère sur Coruscant avec ses comptes. Effectivement. Bon, ouais. Globalement, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur ce qu'on va parler aujourd'hui, avec peut-être aussi le fait que on parlera aussi du dernier épisode où justement on retourne sur Ferrix. Donc on va spoiler aujourd'hui. On va spoiler regardez les épisodes. un max, ouais. Globalement, pour le tour rapide sans spoiler, c'est vrai que j'ai pas dit de mon côté, mais moi j'ai vraiment adoré aussi. Du coup, je l'avais déjà dit dans le premier épisode d'Andorre et de Platine, mais moi c'est une série dont j'attendais rien en fait. Je suis pas grande fan de Rogue One. J'aime beaucoup Rogue One, mais c'est loin d'être mon film préféré sur Star Wars.
Du coup, j'attendais pas grand-chose de la série. Et au final, la claque est d'autant plus grosse, quoi. Moi, j'ai vraiment adoré. J'ai pas peur de dire que c'est probablement ma série préférée Star Wars pour l'instant. Et pourtant, j'adore Mandalorian et j'ai beaucoup aimé Boba Fett, par exemple aussi. Mais vraiment, Andor, j'ai aimé l'écriture aux petits oignons, les acteurs aux petits oignons, tout globalement est super propre. J'ai aimé qu'il y ait du vrai décor à nouveau. Ça se ressent quand même beaucoup. On les voit beaucoup. Il y a beaucoup de profondeur encore dans les décors. Donc c'est vraiment très chouette de ce côté-là. Pour moi, c'est un quasi sans faute aussi, quoi. Adrien, 2 trucs que t'as aimé et un truc que t'as pas aimé sur sur ce dernier arc de Andorre. Oh là là là, c'est très dur. C'est très dur de trouver que 2 trucs. C'est vrai que d'habitude on Et fait c'est 2 trucs encore pour plus dur de trouver un quelques truc que j'ai épisodes. pas aimé. Allez, 3 trucs que t'as aimé, disons. 3 trucs que t'as aimé. Non, mais Vas-y. non, non. Sinon, ça va être trop long. Ça va être trop long, donc 2 trucs. Je me tiens à ta règle. Je dirais tout simplement le fait que là, on voit littéralement une révolte surgir de la part du peuple, et ça, c'est vraiment toujours agréable. Surtout quand, on vit dans un contexte actuel politique qui est quand même inquiétant, et de voir dans une série Disney+, produite par Disney, tout ça, une révolte contre l'État policier et fasciste, ça fait du bien, quand même. C'est quand même cool, parce que voilà, c'est important de montrer ça. Un autre truc que j'ai bien aimé, je vais parler du personnage de B2EMO, donc le petit frère de Cassian. Moi je dis que c'est son petit frère, mais en fait c'est le robot de sa mère, hein, donc le robot familial, le droïde familial, B, qui est, je trouve, un personnage très attachant, et qui m'a fait verser ma larme dans les 2 derniers épisodes, et que je trouve qu'il est super bien. Et c'est rare que je dise qu'un robot qui parle fonctionne autant, parce qu'à part 3PO et L3, il y a relativement rarement des robots qui parlent. Il y a K2SO, mais surtout dans son design, c'est pas un robot humanoïde, et pourtant il parle. Et je trouve ça assez intéressant. Et même dans son comportement, c'est un robot c'est un droïde qui est un des personnages les plus humains de la série. Et c'est super, j'adore ce personnage. Un truc que j'ai pas aimé, j'ai pas aimé forcément la fin où on n'a pas eu de, véritable conclusion avec Mon Mothma. J'ai l'impression qu'elle a pas fini son arc, en fait, et j'aurais bien aimé qu'il y ait une sorte de mini conclusion de son côté, même s'il y en a une d'une certaine manière, mais j'aurais bien aimé qu'on s'y attarde un peu plus. Voilà. Et toi, Madi, est-ce que tu pourrais nous dire 2 choses que t'as aimées et une chose que tu n'as pas aimée? J'exagère peut-être en disant ça, mais je trouve qu'ils ont un peu posé leur couille sur la table avec le côté vraiment politique, je trouve, cette fois-ci dans la série. J'ai toujours trouvé que c'était vraiment... Ça a toujours été politique, Star Wars, mais depuis quelques années, à part Rogue One et les derniers Jedi, je trouvais que c'était vraiment très très soft sur ce point-là. Et là, j'ai retrouvé un peu ce que j'aimais dans les derniers Jedi et Rogue One, c'est vraiment le côté révolution populaire, combat contre le fascisme, que je trouvais qu'on avait un peu perdu. Les personnages aussi, j'aime beaucoup, ils sont tous attachants, ils sont tous bien écrits, je trouve, même les plus mineurs, on s'attache quand même à eux. Et ou alors on les déteste, les impériaux, ils sont vraiment écrits. D'habitude, les méchants, ils peuvent toujours être un petit peu, tu peux toujours avoir un peu d'empathie pour eux. Là, vraiment, il y a rien à sauver. Et 2 choses que j'aime pas. Une seule. T'embête pas tant. Une seule. Une chose que j'aime pas, j'attends la suite, quoi. C'est vrai que la conclusion, la fin ouverte comme ça laisse toujours un peu sur la fin, je trouve.
Mais du coup, c'est pas tant un point négatif que ça, que juste que les cliffhangers comme ça, moi, ça me saoule. Il y a un petit côté sur la fin de la série qui fait penser à la fin de The Force Awakens. Rey arrive devant Luke et lui tend le sabre et paf, fin du film. Ouais, mais tu vois, il y avait la petite note d'espoir là, tu vois, on sait ce qui se passe après. Ah bah c'est sûr que l'espoir dès l'épisode 1, il est cuit, hein, n'est-ce pas Adrien, hein? Ouais. Vraiment, cette série va me faire détester encore plus Rogue One. Non, en vrai, j'aime bien Rogue One, mais c'est compliqué de se dire que Cassian il est plus là après Rogue One, quoi. C'est ça, et surtout que cette série, elle a quand même la tendance à, on va en reparler après, mais à nous montrer qu'il y a des sacrifices nécessaires pour la cause. Et finalement, déjà rien que cette saison 1, et ça sera sûrement le cas de la saison 2, tout amène à Rogue One et la fin de Rogue One en fait. Et mais bon, hélas. Bah, tu sens que la série, quand même, elle, tu sais, elle te regarde et elle fait, tu vois, lui, là, le héros, bah, tu vois, il va mourir. Et elle te le répète tout le temps. C'est ça, et elle t'explique. Mais par contre, c'est à l'intelligence de te dire, regardez pourquoi il va mourir. En fait. Mais ouais. De mon côté, si je devais parler de deux choses que j'ai aimées sur ces derniers arcs, j'ai quelque chose que j'avais déjà cité dans les trucs que j'ai aimés par le passé, dans un autre épisode, mais les acteurs, le jeu d'acteurs, vraiment, je le trouve sans faute, quoi. Que ce soit les impériaux qui sont écrits mais joués à la perfection aussi pour être détestables, c'est incroyable. Le Snoke, hein, on parle pas assez de Snoke. Mais en vrai, Andy Serkis, en fait, c'est un super acteur qu'on voit de plus en plus dans les films avec son vrai visage, et je trouve ça vraiment dommage qu'il ait été cantonné à des rôles de CGI tout le début de sa carrière, parce que c'était un bon acteur CGI, alors que il prouve dans l'épisode de la prison avec son monologue qui sait jouer les tripes, quoi. C'est incroyable, j'ai vraiment adoré. Donc globalement, un casting sur toute la série qui est sans faute, avec une direction d'acteur qui est nickel, sur une écriture qui est bonne. Franchement, ça fait vraiment un vrai plaisir là-dessus. Du coup, si je devais citer une deuxième chose que j'ai aimée, c'est compliqué parce qu'il y a plein de choses qui sont vraiment sympas. Mais j'ai aimé le fait que on remette vraiment en avant. En même temps, c'est le thème de la série, donc c'était sûr qu'on allait le voir. Mais c'est la lutte contre le fascisme, la lutte contre les montées autoritaristes, la lutte contre l'État policier. Et parce que Star Wars, c'est aussi ça au départ. C'est léger, mais c'est ça. Et du coup, je trouve ça trop cool de le revoir et d'être mis en avant. Donc ça nous donne des aberrations du genre ils mettent de la politique dans Star Wars, ce qui est complètement con, mais ça fait du bien quand même de le revoir à l'écran, quoi. Ça fait du bien de voir des mecs se rebeller contre le fascisme, en fait. Et ça fait d'autant plus du bien que là, c'est pas un groupe armé organisé. Non, c'est ce que nous montre la série, c'est que la rébellion, elle s'est pas formée comme un groupe organisé, c'est des étincelles dans toute la galaxie, à droite à gauche, qui se sont allumées, et donc c'est des mecs qui c'est littéralement les paysans du coin qui viennent et qui tapent du flic, quoi. C'est exactement ça que ça montre, et c'est trop bien. J'ai trouvé ça trop bien. Ouais. Et quelque chose que j'aurais pas aimé, du coup, globalement, on en parlait avant d'enregistrer, mais effectivement, toutes les discussions qu'il y a autour de la série, où, encore une fois, c'est dommage de continuer à se prendre la tête alors que tout le monde pourrait être d'accord. Pour une fois, on a une série qui pourrait pratiquement mettre toutes les communautés Star Wars d'accord, hélas, presque des fois. Et ça arrive quand même à sortir Ouais, est-ce que t'as envie d'être d'accord avec tous les voilà, c'est pour ça que je dis hélas, tu vois. Mais pour une fois, tu sais, ça pourrait être sympa là-dessus. On pourrait ne pas avoir de discussion à la con. Et il y a quand même des mecs qui trouvent des discussions à la con à faire sur la série, des broutilles, des conneries. Ouais. Et quand même, ça fait chier, quoi. Je me rends compte que des fois, quand je décroche de Star Wars, c'est pas à cause de Star Wars. C'est à cause des gens qui aiment Star Wars. Et ça, c'est quand même dingue, quoi. Ouais. Mais bon, pour expliquer aux gens peut-être rapidement, les youtubeurs américains, enfin canadiens même, Star Wars Theory, donc qui est le plus grand youtubeur de Star Wars, s'est plaint
sur YouTube ou sur Twitter, je sais plus, que Tony Gilroy comprenait pas bien Star Wars parce que il y avait des briques et des vis dans Andor et qu'en fait il y a pas ça dans Star Wars normalement. Alors que bon, le temple sur Yavin, il est pas fait en bouse de vache. Quoi. Et puis, de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y avait pas dans Star Wars avant à l'écran, ça veut pas dire que ça existe pas dans l'univers de Star Wars, point, quoi. Bah, et surtout, ça rend l'univers encore plus grand et plus encore riche, plus génial. en fait, c'est ça. Bah oui. C'est plus riche, bien sûr, bien sûr. potentiellement, tout existe dans Star Wars. C'est pas parce qu'on l'a pas vu que ça n'existe pas. Et ça a grandi encore c'est plus ça, la galaxie. à la rigueur, ça n'existe pas tant qu'on ne l'a pas vu. C'est tout. C'est la seule règle qu'on pourrait dire. Mais on peut avoir un doute sur l'existence de quelque chose tant qu'on l'a pas vu. Mais maintenant, on l'a vu. C'est là, c'est canon. Et c'est même pas comme si c'était problématique par rapport à Star Wars de voir des putains de briques, comme voir des fermetures éclairs à l'époque dans Boba Fett. C'est complètement con comme truc, quoi. Les mecs, ils sont quand même trigger sur des putains de briques, quoi. C'est incroyable. Moi, ce qui me fascine, c'est que c'est clairement c'est vraiment une mentalité de gamin, tu vois. C'est genre, ah ouais, mais je vois pas que la Terre, elle est ronde de mon point de vue, donc c'est qu'elle est pas ronde. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est... sur ma figurine, sur ma figurine, il n'y a pas de vis. Hein. Alors qu'en plus, sûrement que si. Ouais. Ah putain de. Donc ouais, voilà. Globalement, deux choses que j'ai aimées sur Star Wars, une chose que j'ai pas aimée, c'est une chose que j'ai pas aimée. Encore une fois, c'est la commu, quoi. Et je pense que c'est quelque chose que je peux dire sur chaque produit Star Wars, mais là, je sais pas, ça m'a blasé un peu plus. J'ai l'impression que ça me blase un peu plus, quoi. Mais bon. Mais je pense que la qualité de la série fait que ça blase encore plus parce que tu te dis, genre, tu sais, tu peux même pas hate. Genre, la série est tellement bien que basiquement, les gens qui vont dire oh, c'est trop bien et tout ce qui est à côté, c'est nul, moi, ça m'énerve, tu vois. Oui, tout à fait. Ah oui, puis il y a ça aussi. Il y a ceux qui disent c'est tellement bien, c'est pas comme ces grosses merdes d'autres séries, de Disney, des films et tout. Mais allez vous faire foutre, quoi. Boba Fett, The Last Jedi, mais allez vous faire mettre. Je sais pas, moi. Faut aller se branler un peu et arrêter de faire chier le monde, quoi. Surtout, basiquement. Mais surtout, en fait, quand tu réfléchis 30 secondes, je vais balancer mes takes, vous allez encore vous moquer de moi. Mais Book of Boba Fett, c'est pas si différent de la révolte sur Ferrix. Hein. Non, en soi, non. Il y a une force supérieure. Un mec avec un petit groupe du village décide de faire une révolte et de niquer du facho littéralement hein, et de ceux qui sont au-dessus. Ils le font, tu vois, c'est une manière différente d'apprendre la chose, mais ça comme les autres produits Star Wars qu'on a eu avant, que ce soit Boba Fett ou même The Mandalorian ou Obi-Wan Kenobi, en termes de séries, ça reste des séries toutes politiques à leur manière. Mais bien sûr, mais de toute façon c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais dire que Star Wars n'est pas politique, c'est faux, même dans les séries, même dans Bad Batch, et c'est ça qui est triste, hein, Bad Batch, quand ça finit par on peut être ami avec ton oncle nazi. Bon, je suis désolé, mais Star Wars est politique, hein, même quand ça cite ce genre de message, hélas. J'espère dans la saison 2 de Bad Batch, Crosshair, il va se faire péter la gueule par une brique. On verra bien. Bref. T'as la brique de Marva, tu sais, qui va passer à travers l'hyperespace pour lui péter la gueule. Ça voudrait dire que Bad Batch se passe... Ah mais ouais, Bad Batch saison 2 pourrait se passer en même temps qu'Andor, cela dit. Non, ça se passe plus tôt, parce que... Ah oui, il y a saison 2. Mais non, parce qu'on a vu des images et je crois que Omega a pas beaucoup grandi. Bon, dommage. Ça sera nul. Ouais. Tant pis. Ouais, tant pis. C'est pas canon. Dans la saison 3, peut-être. Non, faites pas de saison 3, déconnez pas, arrêtez. Pensez à Adrien qui doit host l'émission après. Ah non, je dois host la saison 2 aussi. C'est ta série Bad Batch, non? T'avais voulu faire la 1, tu fais la 2. Bon, on verra bien. On va évoquer un peu les thèmes qu'ont abordé ce deuxième arc globalement, mais il y a tellement de choses à dire, donc on va sûrement pas pouvoir tout aborder parce que soit on va manquer de temps, soit on va oublier tout simplement. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est assez riche quand même Andor en thèmes, en non-dit en fait. Mais du coup, on risque de passer à côté de certaines choses. Mais déjà, dans les premiers épisodes, on voit l'injustice lié au système judiciaire de l'Empire.
Ouais. Mais on découvre à la toute fin que ça a un but, quand même. On découvre, si vous avez pas vu la scène post-générique à la fin de la saison, allez la voir quand même, mais on découvre que tout ça, ça a un but et que c'est pas un système judiciaire cassé, en fait. C'est un système judiciaire volontairement plié à une volonté, finalement. Tout ça, c'est vraiment totalement volontaire. C'est de Et donc, l'esclavage, c'est de l'esclavage pénitentiaire, hein, tout simplement. Hein, c'est totalement de l'esclavage pénitentiaire. Hein. Je sais pas s'il y a quelque chose là-dessus qui vous a fait tiquer tout particulièrement, mais globalement, c'est pas présenté comme ça au début. On découvre la supercherie de leur pénitence petit à petit dans la série, mais de toute façon, c'est la toute dernière scène de la série qui nous montre qu'effectivement tout ça c'était totalement volontaire, qu'ils ont besoin de main d'œuvre et ils ont besoin de main d'œuvre pas chère et que du coup ils vont faire de l'esclavage en mettant en prison n'importe qui et en les faisant bosser de manière assez horrible en plus. Hein. Jusqu'à la mort, littéralement. Littéralement jusqu'à la mort. Ouais. Il y a un autre truc cool au niveau de la prison, c'est que moi, je m'attendais à ce que parmi les prisonniers, il y a un petit traître, tu vois, un mec qui va vendre les autres, un petit con, tu vois. Il faut forcément dans les scénarios souvent comme ça, il y a ce genre de personnage. Et là, non, il y en a pas eu. Et voire même, c'était mieux que ça. C'est que ce que nous montre la série au moment où ils arrivent à s'évader, c'est que tous les prisonniers sont unis. Et en fait, ça aurait déjà dû... ça marque tout au long, parce qu'on voit que même entre les différentes cellules, ils se parlent avec un langage des signes. C'est excellent. Entre les différents étages de la prison qui est immense. Et en fait, il y a vraiment... les prisonniers, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans l'Empire. Ça reste un groupe uni, et au moment de s'évader, c'est un groupe complètement uni contre l'oppresseur. Et on parle là de centaines, voire de milliers de personnes, en fait. Et ça aussi, c'était trop bien. Complète cet arc de la prison. On se demandait s'ils arriveraient à faire mieux que l'arc sur Aldani, et au final, c'est aussi bien, je trouve. Et vraiment, tout fonctionne, quoi. Les personnages secondaires qu'on voit que pendant 2-3 épisodes, ça marche. Il y a un mort aussi dans cet arc, même plusieurs, mais il y a un vieux qui meurt, qui déclenche un peu toute la révolte, qui ça marche trop bien. D'un point de vue du design, c'est super joli et super bien pensé. Le fait que ils peuvent pas marcher pieds nus sur le sol quand ils veulent, sinon ils meurent et tout. Enfin, je trouve ça vraiment savamment fait, en fait. Il y a plein de détails qui font que t'es vraiment dans un microcosme nouveau et tu découvres en fait ce microcosme. Et enfin, voilà, c'est vraiment j'adore. Franchement, ça marche trop bien. Fun fact, il y a 2-3 semaines là, je vais essayer de retrouver l'article, je le partageais sur le Discord, mais j'ai lu un article qui était partagé sur ma TL, et en fait cet article présupposait que Cassian en prison, malgré lui, il était en train d'aider à construire la Death Star, ce qui s'est révélé totalement vrai. Et que du coup ça avait je me souviens que cet article il disait ça serait trop bien que ça soit ça parce que ça a beaucoup de sens sur le fait que il est en train de construire le truc qui va le buter plus tard, tu vois. Et que ça rendait la chose très très triste. Et du coup la personne qui a écrit l'article mettait alors il faisait un parallèle un petit peu maladroit, quoique pas totalement faux sur du coup si c'est vrai. Si la Death Star elle a été construite sur le sang des prisonniers, c'est aussi un parallèle qu'on peut faire avec l'histoire humaine, même récente au Qatar, de la construction de grands projets sur le sang d'esclaves, et sur le fait que ça rendait le tout extrêmement tragique par rapport à l'histoire de Cassian, enfin un peu plus tragique son passage en prison si ça serait ça. Et donc du coup ça s'est révélé être totalement ça, et donc je trouve ça rigolo. Je vais retrouver l'article, j'ai commencé à le chercher tout à l'heure, mais je vais remettre la main dessus. Et je le partagerai sur le Discord, c'est quand même assez rigolo. Quelqu'un qui a 2-3 semaines de ça avait deviné que ce qui se passe dans la prison en fait c'est la construction de la Death Star finalement.
enfin de petits, tout Alors, petits moi, éléments de la Death Star. je m'en étais douté. Enfin, je m'étais dit, ah, si ça se trouve, c'est ça. Parce que tu sais, ils sous-entendent bien que avant, les prisonniers partaient et maintenant, non, il faut qu'ils gardent la main-d'œuvre. Il manque pas de personnel, il manque juste ils ont besoin, ils sont sur un gros projet. S'ils gardent la main-d'œuvre comme ça, s'ils en ont besoin à ce point-là. Et je m'étais dit que du coup, c'était peut-être l'étoile de la mort ou un truc qu'on n'avait pas encore vu. Et, Ouais, t'as raison. C'est vrai que moi, j'y ai même Et, pas pensé pendant le visionnage de la série parce que, ouais, ils construisaient un truc, il y avait un effort de guerre pour l'Empire, tu vois, mais mon cerveau, il est même pas allé plus loin que ça, quoi. Je me suis même pas dit, tiens, ça peut être pourquoi, ça. Je suis passé à côté de la possibilité de deviner à l'avance ce que c'était, quoi. Bon, il y a des gens, ils décortiquent beaucoup trop tu vois, aussi, moi, j'essaie de me dire, mais ouais, mais J'ai- t'avais pensé au truc direct aussi, quoi. c'est plutôt, je m'étais dit, mais ils fabriquent quoi? Ils fabriquent tout le temps la même chose vraiment en production de masse, faut que ça soit rapide et tout. Enfin, c'est quoi déjà qu'ils fabriquent? Euh, enfin, ça me rappelait rien dans Star Wars ce qu'ils fabriquaient. J'avais vu juste quelqu'un passer, enfin c'était un petit tweet qui était passé sur ma TL et j'ai pas retenu qui c'était, je l'ai même pas rangé, mis de côté au cas où. Et c'est quelqu'un qui disait que il fabrique des étoiles littéralement enfin ça a la forme d'étoile ce qu'il fabrique. C'est vrai. Du coup, quelqu'un a fait des étoiles comme l'étoile de la mort. Je trouvais ça vraiment farfelu, j'avais pas mis de côté. Mais bon, je pense que c'est toujours un peu tiré par les cheveux. Hein. C'est très surinterprété et tout, ouais, je pense que ça m'a pas surpris de voir l'étoile le truc de l'étoile de la mort à la fin. D'accord, ok. Est-ce que vous aussi, vous avez vraiment, je suis seul à vraiment avoir adoré le personnage de Kino et être extrêmement triste de pas savoir, même si c'était présent dans la série, qu'on sache pas ce que devient un personnage. Bah, il devient Snoke. C'est canon, ça devient Snoke. C'est canon. Non, mais en vrai, Moi, je trouve ça il a bien intéressant. stipulé, même Andy Serkis dans une interview, non, c'est pas Snoke, ça n'a Bien rien à sûr. voir. Deux personnages complètement différents. Ouais. Être obligé de le préciser et de le rappeler est quand même Ouais. fou, mais il faut le rappeler. Bah, tu sais, il y a bien des gens à l'époque qui pensaient que c'était Jar Jar sous Kylo Ren, donc c'est bien que les gens précisent les choses, tu vois. Parce que les spectateurs, ils sont pas toujours très très malins. Parce que les fans de Star Wars, ils sont un peu cons. Hein. Ouais, c'est ça, t'as dit les termes. Mais non, mais en vérité, ouais, c'est un personnage qui est super attachant. Et le fait qu'on sache pas ce qu'il devient, je trouve que ça rend l'acte encore plus poétique. Enfin, je sais pas, je trouve ça beau, en fait. Mais Tu vois, ça l'est, ouais. Je vois tout à fait ce que vois tu veux dire, ouais. C'est ça. Ouais, Je trouve que ça rajoute un peu de réalisme aussi. ouais, complètement. C'est à vrai. la série. Cette scène de la prison, elle avait une affiche qui a été faite, qui est parue après la diffusion de l'épisode, où on voit la prison et les prisonniers qui sont dans l'eau en train de s'évader. Et j'ai trouvé ça trop chouette parce que je suis un peu teubé, mais moi j'avais pas vu que la prison, ça faisait le symbole impérial vu du dessus, la forme de la prison. Et du coup, les prisonniers qui s'évadent, ils leur ont donné une forme du symbole de l'Alliance rebelle, en fait. Vous l'avez pas vu, cette affiche? Ah, j'ai même pas vu Oh ça. là là. Non. Et Non. j'ai trouvé ça trop chouette aussi parce que c'est encore une fois, c'est une étincelle de la rébellion. Affiche, Andorre, prison. Faut que je retrouve ça, du coup. Tiens, d'ailleurs, aussi, alors c'est pas tant le début quand Cassian il est là, mais quand ils s'évadent, enfin qu'ils se décident tous, ben voilà, on est tous foutus, on sait qu'on va mourir. Soit on agit maintenant, soit on se laisse crever comme des merdes dans la prison. Le discours de Kino, tout ça. Le fait qu'ils construisent des machines pour littéralement un Reich. Ça m'a beaucoup rappelé, alors je me suis pas mal intéressée à ça, les prisonniers de guerre et
camps de concentration et d'extermination. Et dans les témoignages de ces gens-là, il y a pas mal de choses qui... par exemple, je sais pas si vous avez lu Si c'est un homme de Primo Levi, de la manière dont il raconte comment ça se passe là-bas, l'état d'esprit dans lequel sont les gens là-bas, comment ça s'est passé lors des mutineries et des rébellions et des tentatives pour s'évader, tout ça. Enfin, ça m'a beaucoup rappelé ça. Il y a vraiment... et c'était pareil dans des camps de prisonniers pendant d'autres guerres. Et ça m'a vraiment beaucoup rappelé ça. Et je sais pas si c'est volontaire comme impression, s'ils se sont inspirés enfin, s'ils se sont vraiment documentés pour sur ça, sur comment ça se passe dans les prisons et tout. Mais tout ça, bon, déjà ça m'a rappelé ça et ça m'a vraiment ancré dans le réel. Je trouve les enjeux à la fois de la série de manière générale, mais l'enjeu de vie ou de mort pour les personnages. Et c'est vraiment, c'était très très fort. Hein. J'ai trouvé vraiment que la série était très forte sur tout ça, sur tout ce qui est les enjeux des personnages en tant que personne, pas en tant qu'objet narratif. C'est vrai que, mais globalement, de côté écriture des personnages, de ce côté-là, c'est vraiment bien foutu. Je suis complètement d'accord avec toi, Maddy. Je trouve que t'as dit un truc qui était genre, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, tu vois. Mais vraiment, c'est genre complètement ce que je pense aussi. Et tu l'as très bien dit, je trouve. Ça rehausse clairement le niveau de tout ce qu'on racontait. Voilà, vraiment. Heureusement que Maddy est là quand même, hein, parce qu'on est quand même bien nuls. Ouais. Ça, Grushkov, tu couperas au montage. Ou pas. Tu sais très bien qu'il va pas le faire. Ou pas. Dans les autres thèmes abordés après la prison, on a assez rapidement du côté de, cette fois pas de Cassian, mais de Mon Mothma et de Lucen, on a les dilemmes. Oh oui. Ah oui. T'as l'air motivé, vas-y. Ouais, non mais en vrai c'est trop bien, hein, genre tous les moments où t'as Mon qui est au bout de sa vie littéralement, hein. Ah oui, d'ailleurs on découvre que c'est la cousine de Vel. Et non, oui. pas Vel. Si c'est Vel. Oui. Val, ouais. je sais plus. Val, ouais. Je sais Oui, plus comment Vel, elle s'appelle. Val. Et on découvre que c'est sa cousine et tout. Et il y a un moment donné qui est génial où genre il y a le mari de Mon qui est un gros con qui dit ouais, trouve-toi un mec. Et puis Mon qui la regarde en mode il est con mon mari, hein. Il n'a pas compris. Et c'est trop bien. Genre vraiment ce moment-là il est génial. Et je trouve c'est des moments qui auraient pu être lents et longs un peu à regarder. Les moments avec Mon, parce que ça coupe un peu le rythme de l'action qui se passe majoritairement avec Cassian. Mais mine de rien, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne à fond. Ça fonctionne totalement. Ouais. Bah ouais, ils sont bien écrits. Ouais, c'est clair. Il y a du côté des dilemmes, on voit un super monologue qui parle de Lucen face à un espion qu'il a placé au billet BSI. ISB. Ouais, et donc au BSI, donc au service de contre-espionnage impérial. Et il a tout ce petit monologue, tout ce petit assez long monologue en fait, où il parle de sacrifice, il parle de ce qu'il a dû sacrifier, et donc a priori à peu près tout le concernant. Et en fait, Mon Mothma, elle en est pas encore là à ce moment-là de la série, mais elle est clairement face à des problèmes et à des dilemmes. Elle fait face à ces dilemmes-là et elle a pas encore fait de choix. Et chose qu'elle fait à la fin de la série, a priori. Enfin, à la fin de la série, à la fin de la saison. Oui, à la fin même de sa vie. Hein. Et à la fin de sa vie, je dirais, mais elle continue d'en faire toute sa vie. C'est ça, elle est face à ces dilemmes-là, elle sait pas comment s'en sortir, et elle sait pas ce qu'elle peut sacrifier ou pas. Et globalement, à la fin de la saison, on comprend plus ou moins qu'elle sacrifie son mari. Bon, ça c'est bien, c'est normal. Elle devrait toutes faire ça dans Star Wars. mais c'est vrai. Non mais t'as raison. Le dernier plan quand même, moi j'étais très surpris. Du coup, en voyant qu'elle allait sacrifier son mari, je me suis dit elle a trouvé une autre méthode.
Sauf que le dernier plan, c'est quand même que finalement, elle va aussi sacrifier sa fille quelque part. Ouais, mais c'est une facho. Ah bah clairement c'est ça. Hein. Ta fille? Bah ouais, sa fille, enfin, tu vois, elle a un peu ce côté, elle est un peu comme son daron, tu sais, elle comprend pas encore trop. Je sais pas si Mais c'est une enfant, c'est normal. Non, mais non, oui, non, bien sûr, je plaisante, mais je sais pas s'ils vont partir dans ce sens en mode, Mon Mothma, genre, abandonne, tu sais, genre, lâche sa fille au fascisme, ou si au contraire, elle va essayer de la faire retourner, tu sais, mais à voir dans la prochaine saison. Mais en tout cas, ouais, tu sens que Mon, elle en est au bout de sa vie, quoi. Et du coup, Là, c'est compliqué. Bah tu sens qu'elle va avoir la bascule que Luthen a c'est eu. ça exactement. Ouais, Et elle va ouais. tout sacrifier finalement. Elle va exactement prendre le chemin de Lucène finalement. Et ça, c'est assez intéressant à voir parce que d'un côté, on voit un personnage qui a déjà fait ces choix-là et qui est dedans à fond, voilà, Lucène. Et d'un autre côté, on voit un autre personnage qui est en train de faire ces choix-là. C'est assez cool. Du coup, on découvre aussi que Mon Mothma a une fille et que si ça se trouve, ils vont nous la ressortir un jour. Hein. Après tout, why not? Hein. Bah oui, bah dans la saison 2, j'espère au moins. Alors, au moins dans la saison 2, mais dans Star Wars globalement, quoi. C'est la fille d'une si grande héroïne. Elle a peut-être quelque chose à raconter. Il y a peut-être quelque chose à raconter, tu vois. Et puis d'une chancelière après, hein. Faut pas oublier qu'elle devient quand même, enfin pas chancelière, mais comment ils appelaient ça déjà après la guerre? Je sais plus du tout. Chef de, je sais plus si ça se disait chancelière aussi. Mais si c'est ça, elle devient chancelière. C'est pareil, c'est le même nom. Mais voilà, encore une fois, ouais, c'est pas n'importe qui, quoi. Et c'est assez couillu d'en avoir fait, enfin, de lui avoir donné une famille, parce que je pense pas que ça avait déjà été abordé ailleurs avant. Et... Je crois pas. Moi, je découvrais qu'elle avait une famille. Ouais. Pareil. Du coup, il y a un autre truc que j'ai bien aimé. Tiens, c'est pas vraiment un thème, mais j'ai vraiment surkiffé quand Cassian et son pote là, celui qui est dans Rogue One aussi, merde, Melchi, je crois son nom. Ouais, c'est ça. Ouais. S'enfuit de la prison. Il tombe sur deux aliens. On sait pas trop comment. Il est trop bien. Les deux aliens sont géniaux et on voit on voit encore des nouvelles technologies. Tu vois, on voit encore des nouvelles choses. D'ailleurs, c'est étonnant que Star Wars Theory ait pas râlé de voir des armes qui jettent des espèces de filets. Ouais, il y a des filets. Pourquoi les filets, il est pas laser? C'est dégueulasse, c'est un peu gluant, chelou là. Le capitaine serait là, il aurait trouvé les bons mots pour décrire ces filets. mais c'est incroyable. Enfin, j'ai trouvé ces deux personnages totalement Star Wars, quoi. Ah, c'est extrêmement Star Wars. Moi, je pense que c'est mon nouveau couple gay préféré de Star Wars. Ok. Voilà. Je sais pas, quand même, Melchi et Cassian, il y a un truc, non? À la fin, quand ils se séparent, ils sont tous les deux là en petite chemise sur la plage, là. Moi, je voulais le bisou, quoi. je voulais voir le bisou. C'est dommage. Peut-être dans la saison. C'est vrai que c'était. Ouais. Peut-être dans la saison 2. Enfin, désolé pour cet aparté. Du coup, au niveau des thèmes, il y avait, on avait pensé au dilemme, et il y a aussi donc quelque chose. Pour le coup, ça c'est celui qui est le plus présent à la fin de la série, et je pense que c'est un thème qui est super important vis-à-vis de non seulement de la série d'Andor, mais globalement de l'œuvre qui va rencontrer Rogue One derrière. C'est le deuil, quoi. Le thème du deuil qui est abordé. C'est pas dans le dernier épisode finalement, puisque on découvre que sa mère est partie 3 épisodes avant la fin, ou 2 épisodes avant la fin, quelque chose comme ça. Ouais, et comme en fait elle va être au cœur, son décès, il va être finalement rentré au cœur de l'intrigue, et donc quelque chose qui est beau déjà, c'est que son décès, c'est ce qui va faire le lien entre tous les épisodes précédents. Le moment de ses funérailles, c'est quand même le seul moment de toute la série où tous les personnages, sans exception, sont là, ils sont présents. Ils se croisent pas forcément, mais ils sont là. Ils sont tous là, quoi. Et tout ça, ça se fait autour de la mort de Marva, finalement. Dire à quel point elle est importante. Ouais, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, on l'a pas évoqué, mais dans
dans cette période-là de la série, dans ce moment-là de la série, de la saison, on voit aussi la torture du côté impérial. Tout à l'heure, on parlait de leur système pénitentiaire, mais Horrible. Oh, le mec qui ressemble à Joseph Mengele, là. Ouais. c'est terrible. C'est affreux, vraiment, ce passage. C'est même peut-être, genre, enfin, je dirais pas que c'est trop, parce que ça sert ça a un but politique, quand même, de montrer ça, parce que, enfin, les nazis ont vraiment, genre, fait, voilà, ont littéralement commis des génocides, hein. Pas que les nazis, on va dire. Tout système Non, bien sûr, impérialiste, mais je veux dire la France en Algérie, on sait que ça n'a pas été joli sur la torture. Bien évidemment. Non, mais bien évidemment. Mais là, je parlais, tu sais, plus précisément du génocide par rapport au fait qu'il fasse écouter à Bix, tu sais, des cris des enfants, des aliens qu'ils ont tués, tu sais. Ah oui, tu sais, oui, en plus, bizarre. c'est un truc ultra glauque. Mais oui. Ouais. Et c'est là où peut-être c'était... J'ai tendance à me dire, est-ce que c'est pas un peu trop violent, tu vois, un peu trop hardcore, et au final, ce genre de truc IRL, ça s'est vraiment passé, hein. Et ouais, je sais pas, mais en tout cas, c'était assez insoutenable, enfin, pas insoutenable, mais fallait être bien accroché quand même pour Ouais, l'explication de ce qu'ils ont enregistré, c'est vrai que c'était vraiment très très glauque. Il y a le fait est que c'est que du son, et du coup ça enlève à la violence du fait que tu restes devant. C'est pas tellement insoutenable que t'es obligé de tourner les yeux et d'éteindre, d'arrêter de mettre en pause l'épisode. Et le fait que ça soit juste un son et une description de ce qu'ils ont enregistré, ça fait que c'est regardable. Et en même temps, ce qu'il prononce à ce moment-là, ce qu'il dit, c'est vrai que c'est horrible. Quand tu vois l'état dans lequel ça la met, ça la brise complètement, en fait. Je voulais, voilà, c'est pour ça que j'y ai pensé, évoquer cette torture-là. Ils viennent encore un peu plus salir un petit peu l'image impériale, si tant est qu'il y avait besoin, hein. Bien sûr, c'est pas nécessaire. On sait très bien que l'Empire, c'est les fachos, mais ça vient appuyer là-dessus avec des choses encore plus sales, quoi. Vraiment plus crades. Et donc, pour revenir au deuil, je sais pas si vous aviez quelque chose à évoquer là-dessus. Ouais, juste le fait que moi, il y a une phrase qui m'a marqué et qui, je pense, me marquera beaucoup dans cette série. C'est tout con comme phrase, hein. C'est une phrase que Bee prononce quand Brasso va chez Marva et parle un peu à Bee et qui lui demande, voilà, si genre qu'est-ce que Bee veut, et Bee répond I want Marva. Et là, c'est horrible, genre cette phrase-là, elle est vraiment genre elle m'a pris au trip, tu vois. C'est vraiment genre un enfant qui a perdu sa mère, en fait, littéralement, qui a perdu son il a perdu son père, sa mère, son frère. C'est vraiment Bee, il est à ce moment-là, il est... Et non, il y a pire. Heureusement. Il y a pire. De quoi? Il y a pire. Et chez moi, ça a résonné très fort. Pareil avec le décès de ma mère, mais il a dit une autre phrase, en fait, pire que ça après. Parce qu'il dit I want Marva et tout ça. Et donc, Brasso lui dit, écoute, viens, je t'amène à la maison. Et l'autre, il dit, et donc le robot répond, non, je veux rester là et tout. Et du coup, l'autre, il dit, moi, j'y vais alors. Et le robot a répondu, I don't want to be alone. Et du coup, il lui dit, ok, je reste une nuit avec toi. Mais cette phrase, c'est cette phrase-là qui m'a le plus, j'ai pas envie d'être seul. Et donc moi, ça résonne parce que c'est une phrase qu'a dit ma mère à la fin. Et c'est vrai que ça, c'était fouf. Quand il dit, je veux pas être seul. Waouh, les fils, quoi. Ouais. Et toi, Maddy, là, on est bien dans l'ambiance, là. Hein. Désolé, je suis vraiment désolé. Non, mais je suis assez d'accord avec vous. C'est, je sais pas où, mais je trouve que le deuil, il est surtout passé à travers le droïde et pas à travers Cassian. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que pourtant on voit Cassian se rappeler son père. Il veut rester. Il revient sur Ferrix pour sa mère surtout. Il lui dit bien, mais viens avec moi. Faut que tu partes de là. Tu dois pas rester là. Et tu sens qu'il s'en veut quand il prend Brasso dans ses bras dans le dernier épisode.
enfin, il est là, enfin, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais tu sens qu'il veut cacher quand même sa souffrance, mais que un petit truc, enfin, il est trop sous adrénaline pour C'est craquer. ça, mais de là, toute en façon, fait. ça se voit dans la dernière scène qu'il a avec, encore une fois, je vais écorcher son nom, j'arrive jamais à me souvenir, Melchi, là, son pote en prison. La dernière scène, quand il se sépare, il vient d'apprendre Ouais. la mort de Marva, et il laisse rien transparaître, et l'autre Ouais. lui dit ça va. Ouais. Et en gros, il fait, oh, ça pourrait aller mieux, quoi, mais, Cassian, il fait genre, il fait l'homme, quoi, un peu toxique, masque, non, ça va, t'inquiète, Ouais. t'inquiète. Ah, c'est vrai que, T'inquiète, c'est le vent. t'inquiète, il pleut, non? Et à ce moment-là, je trouve qu'il dit, enfin, c'est pas Melchi qui dit t'inquiète, c'est à lui-même. Ouais, bien Ah, sûr. bah, t'as raison, oui, totalement. Hmm. Et aussi en parlant du deuil, à quel point, enfin, quand ils font la marche hommage à Marva, et le fait qu'ils s'en servent, enfin, ils savent que ça va tourner à la merde les habitants, et c'est ce qu'ils veulent d'ailleurs, et que, bah, littéralement Marva, c'est ce qu'elle leur dit. Elle leur dit mais allez-y. Enfin, elle se sert quand même de sa propre mort pour pousser les autres à faire quelque chose. Mais Je trouve ça elle, super c'est une fort. rebelle au-delà de la mort, et c'est justement tout à l'heure, je parlais de la série, elle va nous mener à Rogue One, et elle va nous montrer pourquoi Cassian il meurt dans Rogue One. Et toute la série nous montre pourquoi quelque part, enfin toute la première saison en tout cas, et notamment la mort de Marva, la leçon qui peut tirer, enfin s'il y a bien quelque chose qui va transparaître chez lui, c'est que sa mort servira à quelque chose, tu vois. Marva, Ouais. il lui fait cette leçon-là à ce moment-là. Et d'ailleurs, quand il revoit Brasso et qu'il parle de Marva, Brasso lui dit que il lui répète ses dernières paroles en gros, et il lui dit que Marva l'aime et elle l'aimera pour toutes les erreurs qu'il fera. J'ai trouvé ça trop poétique aussi. Mais c'est une série qui est tellement belle là-dessus. Enfin, jusqu'à la fin, Marva, elle est présente, quoi. C'est ça, c'est la rebelle originale. Et originelle. Et ouais, c'est ça. Et surtout, genre, c'est pas pour rien que sur Ferrix, il transforme les morts en break, en fait. Ça crée des choses, ça crée des fondations. Marva, elle a littéralement créé créé l'une des factions rebelles, l'un des premiers soulèvements contre le joug impérial, et elle a façonné ça de sa brique, littéralement, hein, parce que sa brique sert comme arme à la toute fin de la série, et c'est beau, franchement, c'est super beau, et je pense que c'est sûrement la plus belle mort, dans le sens où c'est une mort dans la série qui a été justifiée, et surtout qui a été pleine d'espoir, en fait. Ouais, et tu vois, tu dis elle est totalement justifiée, et pour autant ils en ont pas fait trop. Par exemple, on la voit pas partir. Tout ça, c'est hors champ. Ouais. Tout ça. Complètement. On revient sur Ferrix, on apprend qu'elle est décédée. Point. Ça s'arrête là. Alors que avant ça, on avait des plans où on voyait comment elle continue à vivre de son côté. Et d'un coup, on revient sur Ferrix et pouf, elle est plus là. Voilà, d'un coup presque. Et du coup, sa mort, elle est pas instrumentalisée juste pour nous faire de l'émotion. Elle est instrumentalisée scénaristiquement uniquement, quoi. C'est ça qui est bien, en fait. Ouais, complètement. Sur ce que tu disais avec la brique, du coup, et construire quelque chose. Et c'est vrai que maintenant, enfin, ça me fait tiquer, du coup, ce que tu dis, c'est que elle pose sa brique pour construire la rébellion, et tous, à travers leur sacrifice, que ce soit de leur vie ou de quelque chose qu'ils vont sacrifier, que ce soit Lucen, on sait pas ce qu'il a sacrifié, Mon, c'est sa famille, tous ce qu'ils vont sacrifier, ça construit la rébellion et la lutte contre le c'est tous une brique, en fait. Ils représentent tous une brique qui font les fondations. Ouais. Chacun c'est sa vrai. brique. Bon, mais la brique de Marva, elle sert à taper des fachos, ce qui est quand même un peu plus. Ouais. Rien que pour ça, elle gagne. Elle gagne rien que pour ça, vraiment. Mais c'est con, mais tu vois, même le petit moment où Cassian se retrouve sur les briques de son père, du mari de Marva.
Oui, parce que Dans le c'est dernier pas juste épisode. des briques qui servent de manière utilitaire, c'est quand même Non. c'est quand même quelque chose qui sert au recueillement. Donc il vient devant la brique comme il viendrait devant une tombe en fait. Ouais, et il la touche et tu sais, c'est son père, on en a pas parlé beaucoup parce qu'on le voit pas beaucoup, mais le peu de scènes où on le voit, le personnage est complètement réussi, je trouve. T'as vraiment une belle comment un beau, tu sais, un beau Clémendor, il dégage un beau, ouais, je sais pas, il dégage quelque chose de doux, de beau, de juste, tu vois. Ouais, il s'appelle Clem quoi. Et ouais, il s'appelle Clem, ah, c'est ça, il s'appelle Clem, comme quoi, il y a peut-être un pattern. mais mais voilà, enfin c'est vraiment ça marche quoi, vraiment le thème de la famille, on n'en a pas parlé mais c'est un thème aussi ultra important dans la série quoi. C'est vrai. Et c'est un mix entre ils choisissent leur famille et leur famille est importante. C'est et en même temps mon Bien Motma sûr. sacrifie la sienne. Ouais, mais en même Et ta famille s'appelle des sacs à merde. bah c'est ça et en même temps tu sais pas ce que Luten a sacrifié quoi. C'est vrai. Peut-être que Luten il a sacrifié sa famille Parce aussi, qu'on on le sait voit pas. seul toute Mais la, quoi qu'il en toute soit. la Ah ouais. saison, on le voit seul en fait, et avec son assistante enfin l'assistante, la vendeuse qui est pas une assistante en fait, c'est juste une autre rebelle, mais Oui, son c'est bras ça, droit, on va dire. basiquement. Alors, je trouvais que cette actrice ressemble vraiment beaucoup à à Carrie Fisher jeune. Oh merci, je suis pas la seule à m'être dit ça. Je me Toi suis dit ça aussi, toute la série. Merci beaucoup, pareil. Je me suis dit c'est terrifiant à quel point elle me rappelle Carrie jeune. C'est vrai. Ah Bon, ouais. merci Maddy, parce que je n'osais pas te dire depuis le début de la série. Et je trouve qu'elle a exactement le même visage Même tu qu'elle. vois dans sa manière de se tenir, de parler Ouais. et tout, c'est. Complètement. Ouais. Je pense qu'il y a une volonté de rappeler un peu les. Bah, possible, ouais, possible, ouais, bien sûr. Et Elisabeth Dulot, si vous voulez le nom de l'actrice. Mais et je trouve qu'elle ressemble vraiment, vraiment, vraiment beaucoup à Carrie jeune et c'est cool parce que son personnage, elle a un caractère bien trempé aussi. Hein. Ah bah oui, complètement. Elle hésite pas à... Ouais, mais tu vois, c'est plus dans la série qu'elle ressemble à Carrie. Plus dans la série qu'en vrai, ouais. Quand je vois les photos en vrai, elle ressemble moins à Carrie, donc ils ont peut-être joué là-dessus aussi. T'allais dire quelque chose, m'a dit juste avant sur le deuil. Tu vois, il y a Screen Rant qui a fait un article. Ah oui. Alors j'avais deux choses à dire aussi, c'est que le discours de Marva. Alors je sais pas si vous allez être d'accord. Quand Lucien l'écoute, il a l'air de se dire mais waouh quoi. Enfin moi j'ai l'impression que c'est ça qui va lui faire changer d'avis sur le fait de buter Cassian. Ouais. En fait. Là, il est complètement absorbé par le discours. Ouais. Et ça et aussi ce que je voulais dire c'est alors je sais pas où quand l'Ascension de Skywalker est sortie, j'ai tellement détesté le film que j'avais commencé à réécrire le film de mon côté et c'est comme ça que je voyais la mort de Leia en fait. J'aurais aimé que la mort de Leia ça soit ce qu'on voit un peu avec Marvel, le dernier message d'un général qui va redonner espoir à relancer la révolution. Mais t'as totalement raison, et c'est rien que cet épisode, enfin même les trois derniers épisodes après que Marva soit décédée, c'est une leçon à Rise of Skywalker au niveau de la gestion. Enfin, Marva, elle est partie hors champ, encore une fois, comme on disait tout à l'heure. Ça aurait très bien pu être écrit de la même manière, avec la même intention sur l'épisode 9 et Carrie Fisher, hein. Enfin et Leia, du coup. Mais du coup, je suis encore merci Maddy, je suis encore plus en colère. Non mais vraiment, tu vois, j'ai regardé ça et tu vois, j'étais vraiment bouche bée devant le truc. Et ça m'a rappelé ça et c'est marrant, c'est que ça m'a remis en colère comme les habitants de Férix du coup. Mais j'étais vraiment en mode mais comme quoi c'est pas difficile de. Enfin. Ils auraient pu le faire, quoi. Ça a tellement plus de poids sur tous les points de vue que. Ouais. C'est vrai que ça en fait un truc très très fort. Et il y avait aussi toute la procession précédente, hein, on n'en a pas parlé, mais du coup il y a une procession immense qui se crée sur Férix
pour les funérailles de Marva, et on voit que même cette procession, c'est déjà un acte de rébellion, parce que avant ça, les impériaux, ils parlent entre eux, ils disent oui, on a autorisé une procession avec au départ 30 personnes. Bon, on a accepté qu'il n'y en ait que 40 à cause des filles de Férix. Donc il y a une organisation. On ne sait pas ce qu'elles font d'ailleurs, mais c'est une organisation dont Marva était présidente, et la cape rouge qu'elle porte tout le temps, c'est les filles de Férix en fait. On découvre ça. C'est trop stylé. Et c'est trop stylé. Oh là là. c'est super stylé. Ouais. Et cette procession, elle commence à se faire. Au début, on voit il y a déjà rien qu'avec les musiciens, ils sont 30, mais il y a des musiciens qui commencent à faire de la musique dans les rues et à se réunir petit à petit pour faire la procession. Et là, on voit les gens qui commencent à se réunir, à suivre. Puis en fait, en à peine quelques secondes, ils sont déjà largement plus de 40. À la fin, ils sont des centaines et des centaines. Et déjà, rien que ça, étant donné qu'ils n'avaient pas le droit, c'est déjà un acte de rébellion. Il y a un autre truc bête, mais on voit que les impériaux sont très surpris que la procession démarre. Et en fait, juste avant, ils disaient, la procession a démarré. Ils voulaient la démarrer à midi, mais on leur a dit, ça sera à 14h. Parce que c'est plus calme à 14h. En gros, ils disent un truc comme ça. Mais en fait, la procession, ils en ont rien à foutre. Ils la démarrent à midi. Et du coup, ils prennent les impériaux un peu à court là-dessus, tu vois. C'est déjà rien que les funérailles en eux-mêmes, avant même que ça parte en vrille, c'était déjà un acte de rébellion. Ils ont déjà désobéi à ce moment-là. Ils se sont pas réunis seulement à 40 et ils ont pas commencé à l'heure prévue, ils ont commencé plus tôt. Et ouais, et ça aussi, c'est Marva qui le porte puisque c'est ses funérailles. C'est vraiment très chouette, ça. Et aussi comment ça, enfin, dès le début, tu sens qu'ils mettent les impériaux mal à l'aise, littéralement. Et c'est incroyable comment le décès d'une personne va faire peur à littéralement toute la garnison qui est là. Ouais, même jusqu'au BSI sur Coruscant, quoi. Oui, bah oui, parce qu'ils surveillent la maison en permanence. Ils savent que. Alors il y a l'effet Cassian aussi. Ils se disent que ça va faire revenir Cassian et que c'est l'élément clé qu'ils doivent absolument choper. Mais malgré tout, ils surveillent tout le monde parce qu'ils se disent que ouais, c'est en train de. Enfin, le décès de Marva peut mettre le feu aux poudres, quoi. Ils savent très bien qu'ils sont. Ils ont peur, quoi, en fait. Hein. Ça nous montre qu'ils peuvent avoir peur, hein, tout simplement. Du coup, s'enchaîne, ouais. Et c'est justement le fait que l'Impérial décide de couvrir l'hologramme qui va en fait, littéralement, ils ont déclenché le truc. Alors, tout moi, seul. je pense que même s'il avait pas couvert l'hologramme, je pense que ça serait parti, vraiment, mais oui. ouais, c'est vrai. Oui, ça serait parti, mais qu'ils aient décidé narrativement que ça soit de la faute. Enfin, c'est littéralement parce que l'Impérial, il s'est chié dessus que ils sont commencés à tous se taper dessus, à littéralement une rixe sur X-Road. C'est juste. Trop bien. Enfin, moi, je trouve que narrativement, c'est super bien pensé. Et l'Impérial, du coup, qui essaye de couvrir le robot, puis de le bouger, de le tirer. Et qui pousse. Et le robot qui est déjà, il a bien du mal à bouger pendant toute la série parce que c'est un robot qui est cassé, qui a un robot qui a plus de batterie. Moi, je me demandais s'il allait pouvoir passer tout l'hologramme en entier. Ouais, mais il est parfait. J'ai rapidement fait un tweet sur le fait que ce droïde me faisait penser à un personnage handicapé et ça me faisait déjà penser avant la fin de la saison, mais le dernier épisode vraiment met l'emphase dessus, je trouve, et comme tu dis, c'est un robot qui est en fait qui fonctionne pas bien, tu vois, qui est dysfonctionnel. Et qui est là toujours. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce personnage-là, mais j'aime beaucoup tous les droïdes dans Star Wars. Donc c'est ouais, mais celui-là, d'autant plus, je comprends bien pourquoi. Et en plus, ce qui est chou, c'est que enfin déjà, ils lui ont donné une voix, donc forcément, on s'attache très vite à lui, encore plus. Mais oui, c'est un robot qui est cassé, mais qui, malgré qu'il soit cassé, il essaye de tout faire comme avant. Il fait quand même tout. Bon, des fois, il profite un peu de ce confort en mode ah, mais je suis pas rechargé, je suis sur mon poste, je peux pas bouger. Alors que bon, on sait très bien qu'il pourrait. Mais on voit bien dans le dernier épisode d'ailleurs que quand il faut se bouger, il se bouge, tu vois. Mais surtout, malgré tout, tout le monde, il est en première ligne. Tout le monde, et il est en première ligne. Il est en première ligne, mais tout le monde prend soin de lui. Et le robot, à aucun moment, Brasso l'abandonne. Hein. C'est incroyable. À aucun moment c'était prévu, bien sûr. Brasso, il repart avec le robot ou il repart pas. C'est incroyable. Mais le fait que ce soit lui qui joue le message de la rébellion, désolé, mais voir un personnage qui va de Marva, voir un personnage handicapé qui projette ce message, moi j'étais au bout, et vraiment pendant tout le message de Marva, j'avais vraiment les larmes aux yeux, et je pense que
Alors, je deviens de plus en plus, je veux dire, fragile devant les œuvres. Je pleure de plus en plus facilement. Mais alors là, vraiment, j'ai pleuré, j'ai poussé des cris, et quand j'ai vu l'Impérial le renverser sur le côté, je sais ce que c'est que de pas pouvoir bouger comme on veut à cause de quelqu'un qui nous bloque ou quoi. Et vraiment, j'ai pas pu m'empêcher de me projeter sur lui, et j'ai vraiment gueulé en même temps que les habitants de Ferrix, qui d'ailleurs sautent aussitôt, parce que qui commence, bah c'est l'Impérial qui renverse Bi, et à partir de là, bah c'est là où les habitants de Ferrix pètent un câble, parce que tu touches pas à leur petit Bi, en fait. Tu touches pas un membre de Bah leur c'est ça, ouais, communauté, en fait, Bi, c'est même pas un robot, c'est vraiment un membre de la communauté, et c'est vraiment là où tu te rends compte que, ouais, en fait, sur Ferrix, c'est vraiment c'est vraiment une planète de communistes, quoi. C'est vrai. Bah, je sais pas vous, mais la planète s'appelle Ferrix, c'est une planète minière. Ils sont quand même en contact beaucoup avec les métaux, la roche et tout ça. Et B, il est en métal. Bah oui, ouais. Et eux, ils retournent ils font corps avec la Ouais. roche. Ils doivent pas faire la différence d'un point de vue culturel entre un droïde fait de métal et un c'est ça, humain naturel. culturellement, ouais. Leur horloge, c'est un mec qui tape sur une enclume avec deux marteaux. Ouais. Il a pas le marteau et la faucille, mais il a deux gros marteaux, là. Et c'est un D'ailleurs, énorme il bout de est métal, tellement quoi. stylé, C'est une lui. enclume, hein. C'est Il est- littéralement une enclume. Avec son Ah ouais, le Spartacus, là. Spartacus de matin, moi j'ai crié aider c'est Sparta quand il a mis le C'est coup de pied au mec en Sphérex. mode, Non mais c'est incroyable, non mais vraiment, mais cette bataille dans Ferrix à la fin, mais cette espèce de révolte là, mais elle est magnifiquement bien tournée, et surtout, tu l'as dit tout à l'heure, hein, Madi, mais je trouve que narrativement parlant, il y a aucun défaut, quoi. Tout fonctionne. Tout fonctionne, ouais. Surtout qu'on voit les troupes anti-émeutes, en fait, de l'Empire. Au départ, c'est ça qu'on voit. Ils ont des boucliers c'est des CRS, quoi. C'est des Stormtroopers CRS, quoi. C'est les Death Troopers. Et ouais. Et ceux qu'on voit dans Rogue One. Et on les voit essayer de calmer l'émeute à coups de matraque, à coups de taser même. Ils ont même des tasers et tout. Oui. C'est vraiment des flics, quoi. C'est pas les Death Troopers encore. Ouais. Non, bien sûr. Ça part en vrille avec quand ils font appel aux Stormtroopers et qu'ils commencent à dire allez-y, tirez dans le tas. Ou enfin c'est déjà parti en vrille, mais à ce moment-là, c'est que c'est plus juste une révolte, c'est une révolution à ce moment-là, quoi. L'Empire ouvre le feu. Ils ont arrêté d'utiliser des simples tasers, quoi. Et du coup, toute cette révolte, elle est très boueuse, très sale, même pour l'Empire, hein, quand on suit, comment elle s'appelle, la nana du BSI, là. Dédra. Mais Dédra, merci. Quand on suit Dédra dans cette révolte, elle se retrouve littéralement au sol, au milieu de la population qui lui marche dessus, quoi. C'est terrible, mais c'est totalement mérité. Ouais, soyons d'accord. Mais j'ai hurlé pour qu'elle se fasse piétiner, la connasse. Et non, elle se fait sauver par son amour. Toxique. Ouais, voilà, mais lui, ça on n'en parle pas beaucoup, mais Cyril il marche tellement bien aussi. Ah, il est parfait aussi. Hein. Il est parfait. Il est horrible. Ah ouais, il est horriblement parfait. Ça fonctionne de fou. C'est vraiment l'incel. Mais tu sais que je serais même pas étonné qu'à la fin ils finissent par la tuer. Ah, ça serait trop bien. Ouais, par tuer Dédra, ouais. Tu sais, genre, en mode, tu sais, l'incel qui vrille complètement, tu vois. Il fait tellement une obsession. Ouais, tu vois, moi je serais même étonné qu'à la fin c'est lui qui finisse par la tuer. Mais pas. Ah bah déjà, moi j'ai cru qu'elle allait se faire buter dans l'épisode. Ouais, là, bah ouais. donc, Mais tu sais, pas par rédemption ou quoi, hein, mais juste parce que genre, il devient dingue. Il devient pète un câble. Oui, ouais, c'est ça, il pète un et- câble, tu vois. Ouais, si elle se trouve, Dédra, c'est la sœur d'Andorre, alors elle serait pas morte Ah ouais, maintenant. ouais, je vois bien le truc. Mais non, mais alors arrête avec ça, Ika. Ah non, mais ça par contre, c'est l'erreur de la série pour moi. Pardon. De pas reparler de la sœur. Bah non, mais avoir à moitié teasé un truc avec la sœur. Du coup, le capitaine serait d'accord avec toi, mais Ouais. moi, par contre, j'ai vu effectivement Grushkov en parler sur Twitter avec des gens qui lui disent mais non, c'est le génie de l'écriture, c'est que c'est le déclencheur en fait, la sœur, et que ça nous raconte comment, parce que du coup j'ai été voir ce qui s'est passé, et en gros ce qu'ils disent ces personnes-là, c'est que c'est le déclencheur, c'est ce qui fait que elle sert pas à rien, c'est le déclencheur qui lance toute l'histoire
sans elle, il n'y a pas le meurtre des 2 flics au début, et donc il n'y a pas toute l'histoire. Et en même temps, ça montre que Andor, il est passé au-delà de ça et de cette obsession, etc. Voilà. Et que du coup, c'est du génie d'écriture aussi. Bon, je dirais pas jusque-là. Par contre, Ils n'étaient pas obligés de mettre la sœur alors. Ils auraient pu juste tuer les 2 flics et pas mettre de sœur. ouais, ça revenait au même. mais alors, moi, je dis pas du tout que c'est du génie d'écriture. Par contre, je dirais pas que c'est forcément une erreur. Je dirais que c'est là, c'est un élément présent. Cassian Ouais. Andor, dans la saison là, de ce qu'on a vu, il avait, moi, si je regarde au niveau du scénario, il avait clairement autre chose à foutre. À ce moment-là, Ouais. il se battait pour sa propre vie, en fait. Donc, c'était Mais peut-être pas sa prio. je suis d'accord, c'est pour ça que je trouve que c'était pas Mais par contre, c'est pertinent là, et si jamais ils en reparlent, de laisser sous-entendre qu'il allait mais chercher ouais, sa mais du sœur. coup, si jamais ils en reparlent un jour en saison 2, imaginons, et qu'on apprend qu'elle est morte ou en vie ou peu importe, mais que du coup, ça sert l'intrigue pour déclencher quelque chose ou n'importe quoi, ça sortira pas de nulle part. Si jamais il parlait de la sœur en saison 2 en mode, hey, regarde, au fait, t'avais une sœur, hop, scène de flashback quand il était petit et tout avec sa sœur, ça ferait vraiment, ça sortirait vraiment de nulle part, tu vois. Là, si ça ressort plus tard, au moins, ça me paraîtrait un peu plus naturel. Et si ça ressort pas, du tout, jamais, dans ce cas-là, je dirais, ouais, effectivement, c'est un peu chelou, quoi. Mais comme la série est pas finie, j'ai pas envie de dire pour l'instant que c'est juste un truc oublié ou mal ficelé. Enfin, j'arrive mais pas à oui, avoir d'avis là-dessus. Je dirais pas que c'est bien ou mal ficelé pour l'instant parce qu'il nous reste une deuxième saison, quoi. Ouais, mais ils en ont même pas. Ils ont même pas, tu sais, remis un petit caillou à un endroit pour. Vous vous rappelez de cette sous-intrigue-là qui pourrait peut-être y avoir dans une autre saison. Ça fait bizarre. Ça fait vraiment genre. On a mis un truc et on l'oublie. Mais je pense que c'est surtout du foreshadowing, mais après, effectivement, peut-être ils auraient pu réorienter à la fin de la saison en mode ah, au fait, j'ai une sœur. Ou remettre un petit indice ou un petit truc, tu vois, genre. Que Marva lui parle de sa sœur à un moment, ou enfin très brièvement, ou je sais pas, qu'il a un petit flashback vite fait, mais là ça fait vraiment genre la plotline abandonnée. Ça fait. Tu sais pas où elle est passée. Mais c'est vrai, et en même temps, ça aurait pu être bizarre de replacer ça à nouveau dans la série alors que ce qui se passait avait pris complètement la priorité, tu vois. Il y a pas de moment où ça aurait pas été chelou de reparler de sa sœur dans l'histoire actuelle, tu vois. Quand il croise Marva, il est en fuite, il lui propose de venir avec lui, elle refuse parce qu'elle veut rester pour se rebeller, et à ce moment-là, lui il reste que quelques heures, il se barre tout de suite. Tu vois ce que je veux dire, il est toujours dans la fuite ou dans la survie dans tout le reste de la série. Je suis complètement d'accord, mais dans ce cas, enfin, fallait pas mettre de sœur du tout. Je sais pas, moi j'ai du mal à avoir un avis là-dessus pour l'instant. J'avoue que pour moi c'est un élément suspens, quoi. Ça me ferait bizarre que la série finisse sans en reparler une seule fois, par contre. Alors je suis d'accord, mais enfin, pour moi ils auraient dû en reparler depuis. On l'a vu. Attends, ce flashback-là, il est dans quoi? Dans le premier ou le deuxième épisode? C'est ça, épisode 1 et 2. C'est les 2 épisodes qui parlent un peu de ça. Et il y a pas une seule mention de ça tout le reste de la série. C'est vrai, et c'est même pas un sous-entendu, même pas quoi que ce soit. Mais j'ai du mal à imaginer que ça soit totalement abandonné. En plus, ils ont filmé des flashbacks où ils étaient enfants et tout. Tu vois, c'est vraiment. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais dans ce cas, ils auraient dû au moins refaire un sous-entendu ou une insinuation par rapport à cette plotline. Parce que là, ça fait vraiment pour montrer que regardez, on n'a pas oublié, quoi. Ouais. Peut-être, effectivement. Tu vois, par exemple, qui parle de la planète en question au détour d'une conversation, je sais pas, dans le bureau, dans le BSI, ou vraiment un tout petit truc, même un tout petit truc, ça aurait suffi, quoi. D'autant que j'ai vu des gens qui disaient non, mais sa sœur, elle est sûrement morte, on n'en reparlera plus. Ça me paraît quand même assez faux, puisque il la cherche et il a des pistes quand même. Là, au début de la série, quand il est dans le bar, il a clairement une piste d'une femme qui vient de la même planète que lui, en fait. Donc, il y a quand même des vraies pistes. Donc, potentiellement, elle est vraiment là, quoi. Mais ouais.
Je suis d'accord. Tu sens que c'est là, mais pourquoi on n'en entend absolument plus du tout parler, quoi. C'est Non, mais je vois ce que tu veux dire. même Ouais. Cassian, il a l'air d'avoir oublié. Toi, Adrien, la sœur, quelque chose qui t'a. Bah, wait and see. Moi, je suis un peu comme toi. Je comprends complètement que ça puisse tiquer, qu'on n'entende plus parler. Et en même temps, je me dis que ça va être repris parce que, genre, moi, à vrai dire, avant de commencer la série, je pensais que la série, on allait autant suivre Cassian que sa sœur. Parce que je m'étais dit dans ma tête que c'est pas possible, on n'allait pas avoir une série consacrée que à Cassian. Au final, c'était le cas plus ou moins avec Mon, mais sinon, non, je pense qu'on la reverra. Je pense que ce sera un personnage relativement important de la saison 2, voire 3. Mais on l'a su déjà, c'est des draps. Non, mais des draps blanches, Ika. Oh, il serait pas la première erreur. Ouais, c'est vrai. Mais non. J'aime beaucoup trop tu réagir là-dessus. Tu oublies que la série... Je détesterais ça, hein, je préfère préciser au cas où. Je détesterais ils ont fait ce choix. Mais tu oublies que la série n'est pas produite par Dave Filoni et qu'ainsi, il ne peut pas y avoir de whitewashing. Voilà. Mais non, en soi, c'est compliqué, mais on verra bien comment ça va se passer. Moi, j'ai hâte et surtout, j'aime bien les personnages qu'il y a là et ouais, on verra bien ce qu'il advient de la suite. Du coup, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ah si, on aurait pu parler de ça aussi, c'est que Cassian, il écoute le journal de Melky, enfin, je sais plus comment il s'appelle. Melky, c'est son pote en prison. Melchi. Non, pas Melchi. Non. Le petit gars qui est mort après le... Oui, le manifeste, le petit manifeste du Parti communiste. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi un mort qui parle. Hein. Oui, c'est vrai. Le Némic. Némic, ouais, c'est ça. Son prénom, c'est... Je sais plus comment il s'appelle. Je vais retrouver ça. mais Caris. Caris, ouais, c'est ça qui a un prénom rigolo. Ouais. Caris Némic. Ouais. Et surtout, on en entend des morceaux du coup, et ça donne trop envie d'entendre le manifeste en entier. J'ai vu quelqu'un sur Twitter dire s'il vous plaît, Lucasfilm, sortez un audiobook du manifeste entièrement enregistré par l'acteur. Et je m'étais dit, mais ouais, totalement. Trop bien. Ce serait trop bien. En plus, il pourrait le faire en plusieurs langues parce que l'acteur, il parle français couramment. Juste, on n'a pas parlé de Cinta et de Vel, qui sont un couple que j'aime beaucoup. Et Cinta, quand elle chlasse le facho... Et voilà, c'était nos avis à toutes et tous les trois à propos de cette fin de saison d'Andorre. J'espère que vous avez autant kiffé la série que l'équipage du Faucon. Et on se reverra de toute manière dans les prochains épisodes d'Andorre et de Platine pour la saison 2. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Et bonne journée ou bonne soirée. Oh la vache! Grushkov, tu écouteras ça au montage. C'est normal. Ika bug et du coup, Ika n'est pas en parfaite synchro avec nous. Donc voilà. J'ai réussi à enregistrer mon truc et malgré que ça coupait, j'ai continué d'enregistrer ma petite phrase. Genre, on parlait de Hilda et tu m'as coupé d'un coup, mais je pense que t'as pas dû entendre avec la connexion. Et du coup, genre d'un coup, ouais, clairement. Je parlais un peu de ma phrase. Au revoir tout le monde, merci de... Ah ouais, on t'entendait rien. De mon côté, c'était le grand silence. Alors je me suis dit, bon, allez, il faut conclure. Le pauvre Grush qui va devoir démêler tout ça. Ouais, je vais faire un message rapidement. Courage, Grushkov, parce que ça va être chaud, je pense. Déjà, 1h30. Après, j'ai jamais coupé l'enregistrement, donc on ne devrait pas être désynchronisé sur l'enregistrement. Non, je pense pas. Bon, j'ai enregistré le message, il faut que vous disiez des bisous et des au revoir. Ouais, à toi l'honneur, m'a dit. Des bisous tout le monde. Bye. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre ce podcast sur Twitter, Facebook, ainsi que sur vos plateformes de podcasting préférées. Bisous.
Bah les couilles, je lance l'enregistrement. Mais tous ces... Vas-y, lance l'enregistrement et réinsulte Voilà, tous les je vais connards. réinsulter tous les connards. En premier, j'ai insulté Star Wars Theories, gros connard de merde, qui se plaint qu'il y ait des briques dans Star Wars, alors que... Oui, y a pas de briques dans Star Wars, y a pas de vis dans Star Wars. Frère, t'as déjà vu un sabre laser ou pas? Non, et puis surtout... Parce que connard, il y a plein de vis Ouais, partout je l'ai là-dedans. vu aussi tout à l'heure. Il y a des vis partout là-dedans. Il y a même marqué Made in New York sur celui de Luke dans l'épisode Non, mais 5. oui. Quand le sabre dans la Mais neige. en fait, je savais déjà, j'avais déjà vu le truc. Si tu fais un zoom sur Hot au début du film, Pour de tu vrai. peux voir le Made in New York sur l'une des pièces.